Ils se sont jetés dans la Deuxième Guerre mondiale avec des hurrahs d'enthousiasme. Les enfants en uniforme. Par aveuglement, par exaltation ou par désespoir. Jeunesse hitlérienne, résistants ou soldats de l'armée rouge. Une adolescence au cœur des batailles. On fait ce qu'on a appris. On vise et on est content d'avoir fait mouche. On ne pense pas à ce qu'on fait. La seule chose qu'on pense, c'est je le tire avant, et puis c'est tout. Beaucoup n'ont toujours pas réussi à assimiler ces mois passés sous l'uniforme, parce qu'ils étaient trop jeunes pour voir ce qu'ils ont vu, trop jeunes pour faire ce qu'ils ont fait. C'est par la radio que les enfants allemands apprennent le début de la guerre. Je me souviens de la formule de Hitler. Depuis 5 heures, nous ripostons par les armes. Ça voulait dire, les autres ont tiré les premiers et nous ne faisons que défendre le peuple et la patrie. Nous, les enfants, on l'a vraiment cru sur le moment, et même plus tard. Varsovie, fin août 1939. Les grandes vacances touchent à leur fin. Après des semaines d'insouciance, les enfants qui ont passé l'été dans des camps scouts rentrent en ville. Mais brusquement, la Pologne rappelle ses réservistes. Et dans les gares, les enfants sont confrontés à ce bouleversement inhabituel. Les familles venaient chercher leurs enfants, mais les mères étaient seules. Les hommes étaient déjà tous mobilisés, sauf mon père, déjà trop âgé, et qui était le seul homme présent. C'est à cette époque que j'ai entendu parler pour la première fois de mobilisation. On emmenait les hommes, les pères, ils partaient tous. Pour moi, ce moment a marqué le début de la guerre, même si elle n'avait pas réellement commencé. Peu après, Janusz Krasinski, qui n'a que 12 ans, va éprouver ce que signifie réellement le mot « guerre ». 28 jours après l'invasion de la Pologne, les troupes allemandes atteignent Varsovie. Le jeune patriote est chargé, avec ses camarades scouts, d'effectuer une reconnaissance discrète de la gare afin de découvrir si des collaborateurs polonais y ont placé des explosifs. Caché dans un wagon, il est surpris par une attaque de Stuka, les bombardiers en piqué allemands. Ils tentent, eux aussi, de détruire les voies de communication des Polonais. On entendait le sifflement des bombes. Sur le moment, ça a été terrible. Je me suis protégé par réflexe en me baissant. Les explosions se succédaient. Les bombes tombaient de tous côtés. Il n'était bien sûr plus question d'observer quoi que ce soit. J'étais envahi par la terreur. Je n'avais que 12 ans à l'époque. Nous avons couru à la maison par la rue Tobarova. Dans la panique, j'ai perdu une chaussure. En Allemagne, au même moment, les bombes et les coups de feu ne sont pour les garçons qu'une lointaine réalité. Ils se passionnent pour les victoires et les héros de la guerre et s'emparent de leurs exploits pour leur jeu.
On en parlait tout le temps entre nous. On suivait l'avancée du front sur la carte de l'école et on était évidemment enthousiasmés à chaque nouvelle victoire. Quand on a 10 ans, on ne se demande pas si c'est une guerre juste ou non. En classe, l'endoctrinement national-socialiste commencé depuis des années continue. Avec en plus la carte du front et les journaux de campagne avec les vignettes des héros à coller. Impossible d'y échapper. J'avais commencé à coller les 2 premières pages, et puis j'avais laissé tomber. On m'a demandé de montrer mon cahier, mais je l'avais oublié. Bon, apporte-le la prochaine fois. Je l'ai encore oublié, je l'oubliais à chaque fois. Alors l'instituteur m'a dit, cette fois tu vas le chercher à la maison. J'y suis allé, il a ouvert la première page, la vignette était collée. Sur la 2e page aussi. Ensuite, le cahier était vide. À chaque page qui n'était pas remplie, j'ai eu droit à une paire de gifles carabinées. Il m'a carrément mis une trempe devant toute la classe. Le dimanche au cinéma, tous ces garçons entendent les mêmes communiqués de victoire tonitruants. In den Orten toben erbitterte Straßenkämpfe, die unter Einsatz aller Waffen von deutschen Soldaten mit einem heiligen Ernst geführt werden. Les loisirs des petits Allemands sont pris en charge par les organisations de jeunesse des nazis. Pour les 10-13 ans, elles s'appellent le Jungvolk, puis ce sont les jeunesses hitlériennes. Officiellement, 95% des enfants en Allemagne font partie de ces mouvements. Les jeux en plein air répondent à leur attrait pour l'aventure. Les batailles organisées stimulent leur combativité et leur robustesse. Physiquement, on était en pleine forme. Les jeux, c'était des bagarres avec des règles codifiées. On avait au poignet des brins de laine de couleurs différentes. Et ceux qui se faisaient arracher le brin de laine étaient morts, ils étaient hors jeu. C'était une sorte de préparation à ce qui nous attendait. Les matamors et ceux qui étaient vigoureux adoraient ça et s'amusaient beaucoup. Moi, j'étais très jeune et un peu chétif. Je me faisais taper dessus sans arrêt et je n'aimais pas trop ces jeux. Les faibles, les mauviettes et les protestataires sont mis à l'écart, alors que les fervents des jeunesses hitlériennes sont glorifiés en tant que représentants de la race supérieure germanique. Les premiers mois de la guerre semblent leur donner raison. La Pologne capitule au bout de 4 semaines seulement, suivie du Danemark, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Belgique. En juin 1940, c'est au tour de la France. Je me souviens qu'un des professeurs était passé dans les classes en criant « Pas d'école aujourd'hui, Paris est tombé ». Évidemment, cette annonce a déclenché une vague d'enthousiasme. Nous sommes entrés dans Paris alors que personne ne s'imaginait que ça irait aussi vite. Alors on a commencé à y croire. Jusqu'où vont-ils aller? Nous sommes invincibles. Ce mythe de l'invincibilité, on nous l'avait inculqué sans relâche. Et Hitler, le grand stratège, le Führer, trouvera toujours une solution. La France est démembrée, la partie nord occupée par les Allemands. Quelques jours après la capitulation, le chancelier Adolf Hitler visite Paris en juin 1940. C'est là que vit Jean Rispal, forcé de quitter sa famille à cause de l'arrivée des Allemands. Ma mère, qui avait très peur des bombardements pour ses enfants, nous a envoyés à la campagne chez une dame qui nous a surveillés, plus ou moins. 40, la guerre pour moi c'était quelque chose d'irréel, etc.
Bon, où on a commencé à le voir, c'est quand il y a eu les bombardements sur les routes avec toutes ces colonnes de réfugiés. Mais à 12 ans, on n'imagine pas ce que c'est que la guerre. Mais en voyant le désarroi des réfugiés, il sent monter en lui une grande colère contre les Allemands. Par l'intermédiaire d'amis plus âgés, il entre en contact avec la résistance, qui utilise le gamin comme courrier quasi insoupçonnable. Parfois, il fait plus de 100 km dans la journée pour passer des faux papiers, et même des armes. Je me souviens d'une fois où je transportais 2 mitraillettes démontées dans mon sac. C'était des mitraillettes anglaises qui venaient de nous être parachutées et que je devais apporter à un autre endroit. Et dans la vallée de Chevreuse, il y a une côte énorme qu'on appelle la côte des 17 tournants. Et je montais à bicyclette cette côte quand un camion allemand m'a doublé. Et j'ai eu le culot de m'accrocher au camion allemand pour me faire traîner dans la montée. Et tout en blaguant avec les soldats allemands qui se doutaient pas de ce que j'avais dans mon sac, évidemment. Et je leur disais que j'avais uniquement des pommes de terre. En France, les jeunes garçons sont nombreux à avoir été déçus par l'armée qui n'a pas réussi à les protéger. Comme Pierre de Malvillain, un petit malouin d'une 12aine d'années qui ne manque pas de s'intéresser aux activités de l'occupant. L'importance stratégique de Saint-Malo est justifiée par sa proximité avec l'Angleterre. Quand on a vu arriver l'armée allemande bien disciplinée, tout ça, des hommes forts et tout ça, non, on a vu vraiment la différence, quoi. Oui. Non, c'était un sentiment de dédain plutôt pour l'armée française, enfin pour nos chefs, ceux qui avaient amené à cette débâcle, quoi. Une grande partie des Français vit sous occupation allemande. Il leur est interdit de se servir de leur voiture. Pour aller en zone libre, il faut une autorisation spéciale et les contrôles d'identité sont incessants. Les vivres commencent à manquer car de grandes quantités de produits partent en Allemagne. Les réunions sont interdites et la vie change, même pour les enfants. Nous n'avions pas aucun rassemblement, aucune réunion était interdite, c'est ça justement. Les jeunes peuvent avoir du foot, peuvent avoir du basket, peuvent faire du tennis, peuvent aller au cinéma. Il n'y avait pas ça, il n'y avait rien. Danser, c'était pas. Quand je suis arrivé dans ma vie civile et que, bon, on devait danser, c'était en Indochine, ça, mais je savais pas danser. Les gens m'ont dit, mais tu sais pas danser. Mais qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Ben non, j'ai jamais appris ça. Non. En juin 1941, les troupes allemandes envahissent l'Union soviétique et leur avance durant l'été les mènera jusqu'aux portes de Moscou. La guerre à l'Est est, dès le début, une guerre d'anéantissement, nourrie par une idéologie totalitaire. Elle s'accompagne d'évacuations massives et de l'élimination systématique des populations juives. Une victoire permettrait une réorganisation totale de l'Europe grâce à la naissance d'un grand empire germanique. Tous les adolescents allemands grandissent dans cette exaltation visionnaire. Nous avons besoin d'espace vital à l'Est, donc allons-y. Il y avait même un chant, je crois que c'était « Vers l'Est, nous chevauchons ». On y croyait à fond. Il fallait coloniser les territoires de l'Est, puisqu'ils étaient vides et que les gens y étaient malfaisants. Nous étions les bons et on manquait de place. Au début de l'été 41, le calme règne encore dans la ville de Vitebsk, en Biélorussie. Le front n'a pas atteint les villages des alentours. Tout ce que les enfants remarquent de la guerre, ce sont les avions allemands qui les survolent pour atteindre Smolensk. Ils les observent avec curiosité. Vladimir Chakotine, âgé de 13 ans à l'époque, se souvient de ce bel été. Il y avait du pain en quantité, et on distillait nous-mêmes notre vodka. On avait de la chance de pouvoir faire ça. Il y avait des vivres, de la viande, tout était normal. On était jeunes, on allait danser. On jouait de l'accordéon et on s'amusait.
Les troupes allemandes arrivent finalement dans le village de Vladimir Chakoutine pendant l'été 42. Elles se livrent, comme partout ailleurs, aux mêmes exactions. Meurtres et pillages sont la règle. D'immenses colonnes de soldats russes prisonniers sont chassés à travers les campagnes. Et un jour, l'une d'elles passe près de la maison des Chakoutines. Sous la menace d'une mitraillette, un soldat allemand oblige le jeune Vladimir à le suivre avec son chariot. Ils atteignent la colonne de prisonniers. Ils m'ont obligé à transporter ceux qui mouraient d'épuisement. On les chargeait sur ma carriole. Des femmes apportaient de la nourriture pour les autres. Les prisonniers de guerre étaient pieds nus, affamés. Ils s'écroulaient, complètement épuisés. J'en ai vu un de 19 ans qui s'effondrait. Le soldat allemand l'a achevé d'un coup de fusil. C'est à ce moment-là que j'ai mesuré ce que signifiait être un homme, un garde rouge. Les troupes allemandes avancent si vite que de nombreux soldats de l'armée rouge se retrouvent derrière le front. Ils se cachent dans les forêts, forment des petits groupes de résistance et tentent de ralentir les Allemands par des actions de sabotage. Les partisans reçoivent de l'aide des habitants des villages, qui les fournissent en vivres, en vêtements et en armes autant qu'il leur est possible. Fin 1942, il y a environ 2000 groupes de partisans. Les Allemands emmenaient les gars pour être fusillés. Sur leur poitrine, il y avait une pancarte qui disait « J'ai fait le coup de feu avec les partisans ». Il y avait même des exécutions publiques. Nous avons compris qu'il fallait faire quelque chose, sinon ça finirait mal. On s'est engagé en masse chez les partisans. Mon cousin Nicolas, il avait 17 ans, a fait sauter quelques convois, tout seul. Son père et sa mère avaient été fusillés par les Allemands et il se vengeait. Vladimir Chakoutine et ses compatriotes sont décrits comme des créatures inférieures dans les actualités qu'on montre aux jeunesses hitlériennes. Im grauenvollen Elend des Bolschewismus wächst die Jugend ohne Frohsinn und Zivilisation in eine hoffnungslose Zukunft hinein. Die deutsche Jugend darf trotz Krieg und trotz allen Ernstes fröhlich sein. Ihre Lieder, Tänze und Fanfaren erfüllen nun wieder Stadt und Land. Quand on a ajouté les Russes, on avait la panoplie complète, toutes les caricatures possibles. Les Français n'avaient aucune morale, c'était des tirs au flanc. Les Polonais plus ou moins aussi. Même nos alliés les Italiens, on les traitait de poltrons. Pour les Russes, il y a eu l'expression sous-homme. À l'époque, on n'a pas réalisé ce que cela signifiait. Mais aujourd'hui, je peux le dire, un sous-homme, ça ne peut désigner qu'un animal. Pour exalter la supériorité de la race allemande et de ses soldats, des officiers de la Wehrmacht couverts de décorations sont envoyés dans les écoles et les jeunesses hitlériennes. Ils impressionnent les jeunes garçons avec leurs histoires héroïques, mais n'évoquent surtout pas les défaites et les exécutions de masse. Wie viele solche Iwans hat Ihre Kampfgruppe eigentlich schon geschnappt, Herr Major? Na, so im Laufe des Feldzuges, da kommen einige Tausend zusammen, so ein kleines Armeekorps wird es schon sein. On suivait avec attention tout ce qui se passait en Russie. Je me souviens d'avoir écrit une rédaction sur une offensive où les troupes allemandes avaient pris les Russes en tenaille et les avaient encerclés. Le professeur avait écrit à l'encre rouge « Voilà une rédaction qui fait plaisir au professeur ». J'ai eu 20 sur 20. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Mais fin 1942, la chance commence à tourner. L'Union soviétique lance une contre-offensive, la 6e armée se retrouve encerclée à Stalingrad. 800 000 soldats allemands sont déjà tombés sur le front de l'Est. 180 000 s'y ajoutent en janvier 1943. Un mois plus tard, les Allemands capitulent à Stalingrad.
À l'arrière, on commence à douter. Arthur Führer, âgé de 14 ans et membre convaincu des jeunesses hitlériennes, en fait personnellement l'expérience. Mon oncle est venu passer Noël chez nous. Il était officier dans la Wehrmacht et dans le civil, il était instituteur. Je lui ai dit, oncle Hans, on va gagner, hein? Là, il a hésité un moment avant de répondre, au point que j'ai réalisé qu'il doutait peut-être lui-même. Puis il s'est repris et il m'a répondu, oui mon garçon, bien sûr on va gagner. Les bombardements aériens s'intensifient. En 1943, les Alliés larguent 120 000 tonnes de bombes sur les villes d'Allemagne. Quand les premières bombes ont commencé à tomber, on peut dire que ça a bouleversé nos vies. Quand on entendait leurs sifflements stridents, on savait que c'était pour nous. On était complètement démoralisés. On ressentait une angoisse effroyable et il n'y avait plus qu'à faire sa prière. Wolfgang Pickert vit à Berlin et c'est un enfant unique. Pourtant, sa mère l'autorise à accepter une responsabilité importante, bien qu'il n'ait que 13 ans. Moi, le gamin du Jungvolk, j'ai été le seul dans l'immeuble à avoir l'honneur d'être nommé agent de la défense passive. J'étais très fier, évidemment. On m'avait donné un casque et des lunettes de protection. Elle me permettait de sortir même en cas d'incendie. Elle me protégeait des flamèches et du vent. J'avais aussi un brassard bleu avec un M blanc pour Meldor, estafette. Si l'immeuble était touché, j'étais chargé de sortir immédiatement de chez moi et de monter au dernier étage pour constater les dégâts. Wolfgang fait partie des 9 millions d'enfants et d'adolescents qui soutiennent l'effort de guerre en Allemagne, comme ramasseurs de vieux vêtements, comme estafette ou comme pompiers des jeunesses hitlériennes. Quand l'attaque était finie, on allait à Berlin pour éteindre les incendies comme on nous l'avait appris. On grimpait dans les maisons en flammes et on arrosait à la lance d'incendie. Ça durait assez longtemps et on repartait, mais pas à Brandebourg. On s'arrêtait sur le circuit de course de Berlin, la Vousse, et on passait la nuit là, dans le fossé. On était mal équipés, il faisait froid et humide. C'était très inconfortable. Dès que la vague de bombardiers suivante était repartie, on fonçait dans la ville pour recommencer à éteindre les incendies. Andreas Bourreau, un jeune berlinois de 14 ans, n'a pas conscience des dangers qu'il encourt comme pompier auxiliaire. C'est le benjamin de la famille et ses parents l'adorent. Il est très sûr de lui et persuadé d'avoir un bon ange gardien. Mais en revenant de l'une de ses missions, il réalise brutalement que la guerre ne tient aucun compte des anges gardiens. On descendait la Hemserstrasse et j'ai dit « Regarde, la toiture de notre immeuble a brûlé ». En se rapprochant, comme l'angle de vision s'était modifié, j'ai dit « Ah non, le 4e étage a brûlé aussi ». Et en arrivant sur place, on s'est retrouvé devant l'immeuble entièrement ravagé par l'incendie. Toute mon enfance, toute ma vie avait disparu dans les flammes. Sur le front de l'Est, la Wehrmacht bat en retraite dès l'automne 1943. L'armée rouge reconquiert l'un après l'autre les territoires perdus. Les Allemands sacrifient leur division à cet ordre absurde, tenir à tout prix. Dans les écoles allemandes, les élèves ont délaissé depuis longtemps les cartes du front et s'occupent maintenant des soldats blessés. Une ou deux fois, j'ai assisté à l'arrivée d'un train hôpital. C'était épouvantable. On avait installé des civières sur 2 étages, à gauche et à droite. Je passais à côté de ces hommes en train de mourir. Ils criaient. Certains baignaient dans leur sang. Ils se fichaient bien de la nourriture que je leur proposais. Tout ce qu'ils voulaient, c'était ne pas mourir. Ça n'avait aucun sens. C'était horrible.
Ce que j'ai vu là, sans parler de la puanteur qui régnait dans ces wagons, je ne pourrai jamais l'oublier. Quand on est jeune et en bonne santé, qu'on vit sans trop de préoccupations, on n'a qu'un rapport lointain avec la mort. Ça reste très abstrait. On lit « Tomber au champ d'honneur ». On voit un homme avec des décorations allongé dans son cercueil. On ne le voit pas avec des blessures horribles. Il a juste les yeux fermés. Il y a son casque. C'est très digne. Oui, tous des héros. Au cours de l'année 1943, alors qu'une pluie de bombes s'abat sur les villes allemandes, les jeunes gens de 16 et 17 ans remplacent de plus en plus souvent sur les canons de DCA les hommes partis au front. Après 4 semaines d'instruction sommaire, ils se retrouvent servants de tir. La guerre totale, voulue par Goebbels, est devenue réalité. Andreas Bourreau, 15 ans à l'époque, est envoyé lui aussi avec toute sa classe sur une position de la DCA à Brandenburg. On est entré dans ces casernes où il y avait des relents désagréables. Ça sentait le cirage, la transpiration et le vieux cuir. Je me souviens très bien de ces odeurs. Ensuite, on s'est mis en uniforme et d'un seul coup, on devenait quelqu'un d'autre. On avait tous subi la même transformation. On portait tous les mêmes affaires. Le casque nous tenait à peine sur la tête. Au début, on a bien rigolé. On avait l'impression de se déguiser. Mais au bout d'un moment, on a réalisé qu'on avait été uniformisés. Mais les canons de DCA des écoliers sont impuissants face à la supériorité aérienne des Alliés. En février 1944, les bombardiers britanniques et américains sont lancés dans une grande offensive contre les installations industrielles allemandes. Mais les villes sont souvent touchées en plein cœur. Plus de 2 millions de civils y laisseront la vie avant que la guerre ne se termine enfin. À chaque fois que ces maudits pilotes nous survolaient pour nous tuer, on était pris d'une colère terrible. C'était normal. Même aujourd'hui, alors que mon point de vue a bien changé, je dois avouer que je peux comprendre ces gens qui, à l'époque, ont attaqué des aviateurs anglais et américains qui s'étaient fait descendre et les ont battus à mort. Je peux m'expliquer leur réaction. C'était humain. Pendant l'été 44, Arthur Führer a 14 ans quand un bombardier américain est abattu au-dessus de son village, non loin de Nordhausen. Tiraillé entre la peur et la curiosité, il court vers le point de chute de l'avion. Et je vois un homme, ou ce qu'il en reste, étendu là. J'ai hésité, mais je me suis approché. Je ne voulais pas le croire, son crâne était explosé. Un œil était sur son épaule, il était étendu comme ça, l'autre œil était par terre, retenu par des filaments de chair. Un spectacle horrible. Je dois avouer que j'ai pleuré. Quand j'y repense, ça me reprend. Je me suis dit, voilà, c'est ça la guerre. J'étais sonné. Je pensais à lui. Il devait avoir 5 ans de plus que moi. Encouragés par l'approche de l'armée rouge victorieuse, les habitants de Varsovie se soulèvent le 1er août 1944. Les combattants de la résistance polonaise tentent pendant 2 mois de chasser l'occupant allemand. Janusz, qui a maintenant 16 ans, veut rejoindre ceux qui se battent et se portent volontaire. Mais il ne parviendra pas à faire partie des 45 000 résistants, car il n'y a pas assez d'armes.
Lors de l'insurrection de Varsovie, on ne m'a pas donné d'armes. Il n'y en avait pas pour moi. Je suis resté à la maison pendant tout ce temps à attendre. J'aurais bien voulu participer au combat, défendre mon pays. Je me sentais comme un oisillon prêt à prendre son envol. Je voulais me défendre comme mes parents, à la manière d'un oiseau adulte. Si j'avais eu une arme, je m'en serais servi, c'est sûr. Au bout de 63 jours, le soulèvement est écrasé. Les troupes allemandes se vengent avec brutalité. Massacres et déportations s'abattent sur les civils polonais. Janusz et sa mère sont déportés à Auschwitz, d'où elle ne reviendra pas. Je crois que si à l'époque on m'avait donné une arme et désigné le SS qui avait poussé ma mère dans la chambre à gaz, je n'aurais pas hésité une minute à l'abattre. Et pas d'une seule balle. J'aurais vidé le chargeur. Au même moment, en Normandie, les Alliés s'emparent de Falaise et d'Avranches, une percée qui leur ouvre la route de Paris. La résistance décide sans attendre de s'attaquer aux Allemands dans la capitale. Les combats de rue durent 3 jours. Jean Rispal et ses camarades y participent, les armes à la main. C'est une chose à laquelle je ne veux pas réfléchir et je suis toujours à dire j'ai tiré, mais j'ai loupé, j'ai blessé, j'ai tué, je ne veux pas le savoir et c'est une chose que je sors complètement de mes réflexions. Le 26 août 1944, De Gaulle défile dans Paris, libéré la veille par Leclerc. Jean retourne chez lui, il a 16 ans. Depuis 3 ans, il vivait à la campagne avec ses frères et sœurs, totalement engagés dans la résistance. Durant cette période, il n'a vu sa mère qu'occasionnellement, le temps d'un week-end. Bien, c'est au moment, comme je vous l'ai dit, où je suis arrivé avec une grosse moto et puis une mitraillette en travers de la poitrine, que je suis rentré à la maison et que ma mère m'a vu et m'a reçu avec une paire de claques magistrales. C'est je crois la seule paire de claques que j'ai pris dans ma vie. Mais elle était bienvenue. Oui, mais enfin, c'était une claque, je dirais une claque que j'ai tellement bien pris, qui était une claque de peur. Elle a dû avoir une peur rétrospective et c'est parti sans qu'elle veuille. Et après, elle m'a embrassé comme je ne sais pas quoi, Mais dans le territoire du Reich, l'étreinte se resserre sur les adolescents. Les jeunesses hitlériennes sont un réservoir commode de volontaires pour le front. Dans une centaine de camps d'entraînement, on forme à la hâte les futurs recrues de la Wehrmacht et des SS. On nous a envoyés en préparation militaire. Et c'était amusant. Pas besoin de s'en cacher. Un garçon a le droit de tirer à la carabine, au pistolet. Il a le droit de s'entraîner à lancer des grenades d'exercice. Parfois même des vraies. Pour moi, c'était l'aventure. Pour s'entraîner au corps à corps, on avait des mannequins. Il fallait les embrocher à la baïonnette. Et moi, ça me faisait vraiment peur. Bien sûr, un mannequin, ce n'est pas un homme. Mais on avait du mal à faire la différence. Je me disais, vas-y, plante ta baïonnette, mais je n'y arrivais pas. On m'a hurlé, espèce de mauviette, tu veux te battre pour le Führer, oui ou non? C'était un des officiers qui était là. Allez, vas-y, il me disait. Mais moi, je ne voulais pas le transpercer, ce mannequin. Alors, et ça, je ne l'oublierai jamais, ils nous ont fait une description de l'ennemi. Ils ont dit, faites attention, en première ligne, il y a des nègres. Ils n'ont pas dit des noirs. Non, des nègres. Les nègres, ils ont une sorte de coupe-coupe entre les dents et une arme à la main. Et si tu ne te sers pas de ta baïonnette, tu es perdu.
En septembre 1944, tous les hommes de 16 à 60 ans capables de porter les armes sont incorporés sur ordre du Führer dans la Volkssturm, une milice populaire. Ils sont chargés de défendre avec toutes les armes et par tous les moyens le sol de la patrie allemande. Mais ces adolescents et ces vieillards sont mal entraînés et mal équipés. La mission est suicidaire. Ma mère ne voulait pas me laisser partir. Elle avait peur que je n'en revienne pas. Alors j'ai dit à ma mère, je n'ai pas encore 16 ans, je reviendrai. À l'époque, j'avais 15 ans. Je suis sorti, mais sans arriver à me défaire d'une impression pesante. Ma mère m'avait suivi jusqu'à la porte de la cour. Elle refusait de me laisser partir. Je me suis dégagé et j'ai dit, « Maman, il faut que j'y aille. » Elle a commencé à pleurer. Elle s'est cachée le visage dans son tablier. Je n'ai pas pu le supporter, je lui ai dit au revoir. J'ai franchi la porte et j'ai quitté la cour en me retournant une dernière fois. Je l'ai vu qui repartait, c'était le moment le plus dur. La nuit suivante, Arthur Führer prête serment et part pour son premier combat. La plupart des jeunesses hitlériennes volontaires pour le front sont affectées à des unités qui se battent sur le sol allemand, dans l'espoir totalement irrationnel de stopper les Alliés. Certains de ces enfants soldats iront cependant jusqu'en France. Ces jeunes soldats étaient, donc, de ce que je me souviens, l'air triste, certains remuant les mécaniques, mais généralement, je dirais, mal équipés, avec des vieux uniformes. On sentait une armée en débâcle. Début 45, Andreas Bourreau est servant de DCA à Görlitz. L'armée rouge est aux portes de la ville, Andreas a 16 ans, c'est le plus jeune de son détachement. Pendant la préparation militaire, il s'est familiarisé avec l'usage des armes, mais il n'a aucune expérience du combat. En outre, l'équipement est défectueux, le ravitaillement catastrophique. On crevait de faim, la nourriture était insuffisante. Une fois, nous avons rampé au péril de notre vie pour atteindre les appentis où les fermiers entreposaient leurs pommes de terre. On a fait des trous en cachette et on en a volé. Un peu plus loin, il y avait une sentinelle de l'armée avec un fusil chargé. Mais personne n'a rien remarqué, c'était la nuit. On était dans une situation peu enviable. Il y a longtemps que le patriotisme qui l'animait auparavant a fait place à une terreur primitive envers les soldats russes, soi-disant assoiffés de meurtre. Et en plus, il est seul à monter la garde la nuit. J'étais tout seul à parcourir la position de la DCA, qui était très étendue, avec tous les canons et les baraquements. On marchait sur des madriers recouverts de boue, on n'y voyait pas grand-chose. J'avais d'énormes bottes en feutrine, bien trop grandes pour mes petits pieds. La botte restait souvent dans la boue et je me retrouvais en chaussettes. J'avais un manteau démesuré. Il faisait très froid. Il traînait derrière moi parce qu'il était bien trop grand. Et un fusil en plus. Quand il y avait une bourrasque, ça faisait battre au vent les toiles de camouflage des canons. On ne savait pas trop bien. Et là, on commençait à se faire un film. J'ai eu vraiment très peur. À 500 km de là, sur le front de l'Ouest qui s'écroule de toutes parts, le jeune Gregor Dorfmeister
âgé de 16 ans, s'installe dans le fossé anti-char qu'on lui a attribué. Il met en joue un char américain qui s'approche. Le char était devant nous. Il n'y a pas eu d'ordre précis, mais on a tous tiré en même temps avec nos Panzerfaust. Il y a eu 2 coups au but. Je ne sais pas d'où ils étaient partis. J'espère seulement que ce n'était pas moi. En tout cas, ils étaient idéalement ajustés, militairement parlant, juste entre la tourelle et le châssis. C'est le point faible des chars. Au bout d'un petit moment, il y a eu une flamme violente, suivie d'une explosion sourde. Le panneau de la tourelle a sauté et un GI a essayé de sortir. Je le vois comme si j'y étais. De la fumée s'échappait de son dos. Il est tombé sur le blindage et il n'a plus bougé. À peine une minute plus tard, les GIs avaient eu le temps de se mettre en position dans les sous-bois, à gauche et à droite. Et ils ont ouvert sur nous un feu meurtrier. Je ne sais pas combien d'entre nous ont été touchés. On a entendu le bruit caractéristique d'une première mitrailleuse, puis d'une deuxième. Quelques minutes après, ils ont mis un mortier en position de tir et les obus ont commencé à pleuvoir sur nous. Et Arthur Führer, qui n'a que 15 ans, se retrouve lui aussi pris dans les combats à moins de 100 km de chez lui. Ça a duré des heures et des heures. Il y avait des blessés, des morts. C'est difficile à décrire, ça me révulse encore. Je n'y arrive pas. J'ai vu des corps sans tête, d'autres avaient les jambes écrasées, certains avaient les intestins qui leur sortaient du ventre. Ils étaient tous là, sous mes yeux. Il y avait un type qui criait. En fait, ceux qui criaient n'appelaient pas au secours, ils réclamaient leur mère. J'ai pensé, c'est pas vrai, il appelle sa mère, celui-là. On en arrive au point où on pourrait salir son pantalon de peur. Mais on n'avait rien dans le ventre. On ne pouvait même pas. On est tétanisé par l'angoisse. Et puis, il y a la panique. Une terreur indicible. On veut fuir. Volontaire pour le front, tu parles. On avait tout oublié, le Führer, le peuple, tout oublié. Je ne pensais plus qu'à m'en sortir vivant. Après tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais vécu, je peux l'avouer, on se disait « Je veux fêter mes 16 ans ». Dans toute l'Allemagne, des officiers de la Wehrmacht se replient alors que des jeunesses hitlériennes fanatisées défendent encore des positions intenables. Gregor Hofmeister et 2 de ses camarades ont survécu au tir des GIs américains. Gregor leur propose de s'enfuir pour se réfugier chez sa mère. Un des 2 avait l'air d'être d'accord avec moi pour partir. Mais l'autre, un ancien élève d'une Napola, ces internats réservés à l'élite nazie, nous a fait la leçon en criant « C'est un ordre, on doit y obéir, même si on doit en mourir ». C'était une des formules toutes faites qu'il employait. Je lui ai répondu « Je ne veux pas mourir, tout ça n'a plus aucun sens ». Il criait « C'est l'opinion du Führer qui compte » et ce genre de slogan imbécile. Gregor Dorfmeister s'enfuit. Ses camarades restent pour défendre le pont. D'autres se rendent finalement aux Alliés. Quelques enfants soldats auront la chance de tomber sur des adversaires compréhensifs, comme Pierre de Malvillain.
Et je me rappelle toujours, on avait débusqué des gosses, je dis bien des enfants, qui étaient avec le Panzerfaust, vous savez. Ils avaient donc le bazooka. Et s'ils étaient habillés en militaire, ils avaient peut-être 14, 15 ans, vous savez. Et alors, il y en avait à côté, ils ont dit, bon, file-lui une balle dans la tête et tout, regarde, il aurait pu faire sauter le char, tout et tout. On l'a malmené sans le frapper et tout, il pleurait. Je dis, c'était un gosse, il avait mon âge. Fin avril 45 commence l'ultime bataille, celle de Berlin. Un déluge d'obus, le plus violent de toute la guerre, s'abat sur la ville encerclée par l'armée rouge. La mort va frapper lourdement, une dernière fois. Mikhail Kolik, le Biélorusse, a été contraint de travailler depuis 3 ans dans une fabrique d'armement. Ses compatriotes le délivrent enfin, mais il est aussitôt enrôlé malgré ses 16 ans et se retrouve pris dans les combats de rue. Les Allemands fuyaient. Je pouvais leur tirer dessus par la fenêtre. Un jeu d'enfant. Il fallait tirer le premier. Les Allemands couraient dans tous les sens. Et nous, on tirait sans grande conviction. Ça sentait déjà la fin. Peut-être qu'ils étaient en train de se rendre. Les vétérans, plus malins que nous, évitaient de se montrer aux fenêtres. Nous, on avait nos fusils prêts et on les tirait comme des lapins. Cette lutte acharnée pour la capitale durera 2 longues semaines et coûtera la vie à 250 000 personnes, dont la moitié de civils, auxquels s'ajoutent près d'un demi-million de blessés. On courait à une mort quasi certaine. La situation était critique. Dans une rue en enfilade, on pouvait vous tirer dessus d'un toit, d'une cave, de n'importe où. On se jetait par terre sans savoir d'où pouvait partir le coup de feu. Au sud du Reich de Milan, qui s'écroule, Gregor Dorfmeister a abandonné la défense absurde du pont pour retrouver sa mère, folle d'inquiétude. J'ai sonné à la porte, ma mère a ouvert en pleurant. Elle m'a embrassé en sanglotant. Elle avait des milliers de questions. Mais j'étais incapable de répondre, ne serait-ce qu'à une seule. Je me suis débarrassé de mon uniforme trempé. Je me suis mis au fond du lit en tirant la couverture sur ma tête. Et 1 seconde plus tard, je dormais. La guerre n'aura duré bien souvent que quelques jours ou quelques semaines pour les enfants soldats en Europe. Mais ces jours et ces semaines les hantent aujourd'hui encore. Car il leur a bien fallu depuis vivre avec ce qu'ils ont vu et vivre avec ce qu'ils ont fait. C'est une très grande responsabilité à l'âge de 15 ans de dire je vais tuer quelqu'un. Ce qu'on fait pendant une guerre, c'est à peine si on peut l'admettre plus tard.
Dans un instant, 4 personnes sillonneront l'Europe en quête de leur identité. Enfants déplacés par les nazis, ils ont grandi loin de leur foyer d'origine.